Owen Simonin, bonjour. Bonjour. Je suis ravi de te recevoir aujourd'hui dans le cadre de Surfing Bitcoin. Merci beaucoup. Ça faisait un moment qu'on ne t'avait pas eu sur la chaîne YouTube du JDC. Je crois que la dernière fois, c'était avec Benoît et Thibaut Boutreau sur un live. C'était il y a 7-8 mois de mémoire. Écoute, pour commencer, je ne vais pas te faire l'offense de te présenter. Je pense que tout le monde te connaît. Tout le monde sait tes activités. Tu es multi-entrepreneur dans l'écosystème. Tu es aussi créateur de contenu sous le pseudonyme de Hasher. Donc on te connaît depuis un moment. Est-ce que tu peux simplement nous dire comment se passe ce bear market pour toi? Comment est-ce que tu vis les choses, notamment depuis la dernière fois que tu avais échangé avec Benoît, ces derniers mois, comment ça s'est passé? Voilà, comment tu vis les choses? Je suis très content de la phase qu'on a traversée là, parce qu'on a pris le temps de faire le ménage, ce qu'on ne faisait pas quand on avait la tête dans le guidon. Comme je le disais, c'est vraiment mon discours en ce moment sur le bear market et le bull run, c'est que le premier, on avait de la chance. On s'est fait peur quand les crypto-monnaies sont redescendues en 2018. 2021, on a été meilleur dans le sens où cette fois-ci, on s'était préparé. Cette fois-ci, on était prêt à plus de choses et on avait conscience de ce qui se passait un peu plus. On était moins effrayé aussi par la baisse qui suit naturellement. Là, ce qu'on voulait, c'était faire step up les personnes morales, réussir à structurer, à créer des process et à aller encore plus loin. Sauf que faire step up une personne morale, ça prend du temps. Et quand on avait la tête dans le guidon dans le dernier bull run, là, ça fait 2 ans qu'on construit réellement. Et je vais même être franc, je pense qu'il nous manque encore un 6-12 mois de construction pour être sur le minimum de ce qu'on aimerait être capable de fournir sur le prochain bull run. Donc je dirais que celui-là, il est très entrepreneurial. On est très vraiment focus sur nos structures, nos équipes, nos outils et qu'est-ce que l'on va distribuer au prochain run et quelle valeur on pourra créer. Alors que sur le dernier bull run, on était là en mode bon, il y a une vague qui arrive, il faut juste la surfer le mieux possible. Alors que la première vague, elle t'a soulevé, la deuxième, tu la surfes, la troisième, c'est OK. Maintenant, comment est-ce qu'on crée de la valeur avec ou sans vague? Et ça, c'est en structurant la société et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et en tant qu'investisseur, comment tu vis les choses? Est-ce qu'on a le débat de savoir quel est le pire bear market entre celui qu'on vit aujourd'hui, celui qu'on avait vécu en 2018-2019? Quelle différence tu vois, toi? Les pires, c'était les premiers. Parce que le premier, j'ai perdu 90% de ce que j'avais et ce n'était pas grand-chose. Le deuxième, j'ai perdu peut-être 60-70% de ce que j'avais et c'était déjà beaucoup, beaucoup plus d'argent. Celui-là, je dirais que j'ai été un peu meilleur. J'ai peut-être perdu 50% de mon capital. Ce qui me gêne, c'est que c'était différent parce que si je comptais simplement le fait que j'ai réussi à vendre et que j'ai gagné de l'argent, je dirais j'ai été excellent. Je suis sorti, honnêtement, j'ai dû perdre 20% de mon capital avec l'arrivée du bear. Par contre, ce qui m'a remis dans une norme de bear market. On a eu des Black Swan en fait. Exactement. De l'UST, du FTX, des problèmes à droite à gauche, des baisses d'intérêt, des soucis qui font qu'à un moment, tu dois également investir massivement dans une boîte, donc tu prends une partie d'eux. C'est également la phase où tu commences à bien maîtriser tout. Pour être totalement franc, cette année-là et l'année prochaine, c'est l'année où je déclare le gros des profits que j'ai fait. Donc mine de rien, c'est là où tu vois l'argent qui va commencer à partir pour le fisc pour des gros montants. Donc c'est des périodes qui sont difficiles au niveau capital financier parce que tu vois des gros montants qui partent. Mais quand tu dézoomes, que tu vois la maîtrise que tu as de tes fonds, la compréhension que tu as réellement de toutes tes différentes personnes morales et de tes exploitations, ce qui te reste comme ressource, in fine, mine de rien, ce bear market est le plus doux de tous, tous ceux que j'ai connus en tout cas. J'imagine que ta vision, justement, elle a évolué depuis tes débuts 2016, si je ne me trompe pas, à peu près. Tout à fait. Tu as plus de certitude aujourd'hui, tu te rends compte que tu avais des illusions dans le passé. Comment est-ce que ta vision comme ça, elle a évolué depuis maintenant 6-7 ans? Est-ce qu'il y a un temps long à l'échelle de l'écosystème crypto? Plus j'avance, moins j'ai de certitude, pour le coup, mais mes convictions sont plus fortes. Plus j'avance, plus j'ai compris que les certitudes, c'est peanuts, ça n'existe pas dans notre métier, du tout. Les convictions basées sur un temps long et sur des fondamentaux, c'est ça qu'il faut avoir. Plus j'avance, plus je me dis, bon, essayons de gagner un petit peu tous les jours plutôt que de gagner beaucoup une fois. Plus j'avance, plus je me dis il faut des bonnes équipes, des bonnes ressources et une durabilité financière pour pouvoir aller au bout des choses. Parce que parier sur le prix de Bitcoin à 2 semaines, c'est du gambling et ce n'est pas mon métier. Et à chaque fois que j'ai voulu le faire, j'ai perdu, ou la plupart du temps en tout cas. Parier sur la valorisation des cryptoactifs, notamment la valorisation de Bitcoin qui entraînera ce marché à un horizon de 4, 6 ans, ça, c'est un positionnement d'investisseur. Et ça, c'est un positionnement où on va tout simplement laisser parler les fondamentaux auxquels on croit. Et c'est la position que j'ai aujourd'hui. Donc je dirais que j'ai de plus en plus de conviction, mais de moins en moins de certitude. Je pense à la communauté qui nous regarde. Un bear market, c'est épuisant aussi psychologiquement. C'est difficile parfois aussi de garder l'intérêt, les certitudes, voilà, les convictions comme tu dis. Comment est-ce que toi, tu arrives à garder cette passion, cet intérêt et à rester dedans malgré le fait qu'on a à peu près tout
cette dernière année qui nous a invités à nous dire, OK, les cryptos, c'est peut-être pas autant l'avenir que ce que j'imaginais. Comment est-ce que tu fais? Bah, Si tu devais donner des conseils à comme notre ça fait communauté. plusieurs fois qu'on le subit, parce que j'allais dire mais non, j'ai toujours mon équipe autour de moi et les mêmes personnes qui font les mêmes chemins de croix avec nous. La réalité, c'est que c'est là qu'on fait la différence. C'est là réellement qu'on marque un temps sur les autres. C'est là que chaque effort va payer x10, x15, x20. Et il y en a plein qui vont arriver un petit peu trop tard, qui vont sûrement racheter un petit peu trop et qui vont dire « Oh, c'est trop tard, maintenant c'est du bullshit ». Non, c'est ceux qui arrivent. En fait, c'est juste qu'on ne le voit pas. Mais c'est aujourd'hui qu'on fait la c'est difficile de faire le switch en se disant Tout c'est à fait, maintenant que tout ça à se fait. passe. Hein. Mais il y avait quand même une phase où ça tombait du ciel, on pensait que c'était c'est naturel, ça nous tombe dessus. Non, pas du tout. On est juste en train de récolter ce que certains ont semé pendant le précédent bear. Et je me rends compte que, je prends un exemple tout simple, les taux de transformation sur Meria. Quand je dis taux de transformation, c'est un nouvel utilisateur devient un nouvel utilisateur qui a validé son KYC, devient un nouveau client qui a réalisé une commande. En bull run, on ne regardait même pas. On faisait des milliers d'utilisateurs par semaine. C'était complètement démentiel. Les montants qui rentraient chez nous, c'était impensable. On a géré jusqu'à presque 400 millions de dollars. C'était complètement lunaire. À aucun moment, tu te dis « Oh, j'ai peut-être des problèmes de transformation. Aujourd'hui, transformation, et je ne parle pas de combien de clients arrivent. Je parle de sur X clients, X utilisateurs, combien deviennent clients. Notre transfo est 3 fois meilleur. Parce qu'on avait plein de problèmes. On avait plein de problèmes dans la tuyauterie en fait, entre oui mais là c'est pas clair pour celui qui arrive et qui est une entreprise. Oui mais là c'est trop compliqué pour celui qui veut valider son identité. Oui mais là c'est pas assez simplifié, il y a trop de process et tout, c'est pas clair. Oui mais là ça c'était pas fait correctement, maintenant il faut plus de parcours éducatif pour aider les personnes et leur donner un moyen d'interagir avec des équipes commerciales. Tout ça, on ne le regardait même pas, parce que tu regardais juste ce que tu avais in fine et tu avais beaucoup d'entrants. Tu n'as pas le temps aussi, en bull run, tout va très vite. Tu n'as pas le temps, tu n'arrives même pas à répondre à ceux qui sont arrivés en bas. Qu'est-ce que tu vas regarder s'il y en a qui sont bloqués dans les tuyaux? Mais là, avec le modèle qu'on aurait aujourd'hui, on relance le bull run de 2021, c'est pas le même EBITDA à la fin de l'année. Et pourtant, on était déjà très fiers de ce qu'on a fait. Et pour la première fois, on se rend compte de ça, parce que personnellement, tu peux que travailler tes sentiments, tu peux que reprendre des positions, mais tu peux pas vraiment build ton prochain bull run. Oui, tu vas te faire un tableau, tu vas dire je vais rentrer ça, je sais quoi regarder, je sais à quel moment je dois vendre, je dois pas paniquer, tu fais un peu une strat. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avec une entreprise, quand tu as une idée, il me faut 3 mois pour mettre ça en place, 6 mois pour le développer. J'ai la régulation qui arrive, donc il va me falloir 9 mois pour vérifier ça. J'ai Mika à guetter ici, il va nous falloir tel et tel agrément. Il va falloir qu'on aille chercher le... Tu vois, ça prend du temps. Et ça, en bull run, tu n'as pas le temps de le voir. Là, en bear market, on s'est posé les bonnes questions et je pense qu'on a fait un petit 60-70% de notre vrai chantier et des vrais outils qu'on aimerait avoir pour le prochain run. Il y a un des chantiers justement dont tu parles sur Just Mining qui est devenu Meria, sur rebranding, est-ce que ça faisait partie de la stratégie et qu'est-ce que ça a changé pour vous dans vos activités? Pas grand-chose ou c'était simplement… En vrai, c'est une lacune dans un premier temps parce que tu passes d'un nom bien référencé, bien connu à un nom que les gens ne connaissent pas. Donc sur du court terme, ça fait du mal, systématiquement. La réalité, c'est qu'on ne fait plus du tout de mining. On avait presque un nouveau utilisateur sur 2 qui voulait des mineurs, on n'en vendait pas, compliqué. La deuxième chose, c'est que Meria, c'est simple, pour l'international aussi. Un Just Mining va prononcer M-I-N-I-N-G au téléphone et dès que tu parles un italien, enfin t'es… Oui, puis sur le secteur du mining, il y a plein de boîtes qui ont mining dans le nom justement. Oui, c'est ça, et des plus ou moins proches de nous, qui arrivaient avant, après, au milieu, et des confusions. Non, là, c'est notre nom, ça nous ressemblait plus. Et c'est quelque chose qui englobe, qui nous représente bien nous déjà. Et ça, c'était important parce que ça devait plaire à tout le monde. Comme on était beaucoup plus sous la coupe que quand on a créé Just Mining. Just Mining, on était 3, on a discuté, c'était parti. Là, Meria, il a fallu aligner beaucoup plus d'intérêts et beaucoup plus de personnes. Et c'est très bien passé, ça plaît à beaucoup de monde. Alors, tu en as toujours un ou deux qui auraient préféré un autre logo ou un autre truc si tu veux, mais ça nous plaît. On se sent bien et c'est notre boîte. Et on a gardé cette même esprit Just Mining qu'on avait. Parce qu'indirectement, ce sera toujours Just Mining quand même derrière. Et surtout, on a gardé le même track record, le même historique. C'est juste une question d'image, de rebranding. Et surtout, là où Just Mining nous fermait des portes, Meria, d'un point de vue accessibilité, va nous en ouvrir au niveau international, qui est la prochaine partie. Tu dis que tu t'es éloigné, vous êtes éloigné du mining. Il y a une raison à ça C'est pas scalable. Alors, c'est pas scalable avec notre approche. Nous, c'était mettre des mineurs chez les particuliers. Pas scalable. Et tu ne voulais pas développer d'autres activités autour du mining Tu pouvais, mais c'est beaucoup moins scalable que le proof of stake et que le software de manière générale. Si tu veux installer 5 millions d'euros de mineurs, c'est un chantier.
c'est des mois de travail, c'est de l'expertise, c'est des déplacements, c'est de l'import, c'est de l'export, c'est de la douane, c'est de la logistique, c'est une compréhension de la taxe. Enfin, c'est un gros boulot. On a déjà signé 14 millions de dollars dans l'après-midi sur une délégation. C'est sur les objectifs qu'on a et les volumes qu'on aimerait atteindre, le mining est beaucoup moins scalable. Attention, parce qu'il offre également des revenus et tu peux prendre tes 30 ou tes 40% sur ta ferme de minage, tu ne peux pas les prendre sur les 14 millions qui sont en délégation. C'est de la com de com. Mais ça nous correspondait plus à nous qui, en réalité, nous n'avions pas d'expertise de logistique. Nous n'avions pas d'expertise d'électricité et de gestion. On les a acquis parce qu'on a commencé à gérer des fermes, mais c'était malgré nous, si tu veux, de gérer des fermes. Et surtout, on voulait s'adresser à monsieur tout le monde, ce qui est toujours le cas aujourd'hui, même si on travaille beaucoup maintenant avec les CGP, les institutions et également directement avec les projets DeFi, de plus en plus d'ailleurs. Mais au tout début, c'était quand même continuer de répondre à Madame Michu, c'était l'objectif. Et globalement, Madame Michu lui a envoyé un mineur qui est une machine fragile par la poste, sachant qu'il faut qu'elle l'entretienne, il faut l'éduquer. Une machine sur 3 arrive cassée. Ça ne correspondait pas à notre volonté de base. Et c'était soit on le faisait totalement différemment de ce qui nous faisait plaisir, soit on faisait un pivot qui était plutôt évident, un pivot qui avait plus de portée, et c'est ce qu'on a décidé de faire. Concernant la santé du marché, j'ai l'impression qu'en 2019-2020, enfin c'est pas une impression, on a été porté par l'émergence des NFT, de la DeFi, etc. Plein de sujets qui ont vraiment porté le dernier bull run. J'ai l'impression qu'on a un peu plus de mal aujourd'hui à trouver quelle sera la prochaine narrative. Est-ce que toi, tu vois des choses se développer de ton côté? Et en quoi est-ce que tu crois justement pour l'avenir? Qu'est-ce qui pourrait porter ce nouveau bull run? Les plus grosses narratives viennent d'un levé de verrou technique. Par exemple, les NFT. En réalité, on pouvait déjà en faire depuis quelques années, mais les NFT ont fait comprendre aux gens, c'est ce qui manquait pour faire du métaverse en fait. La DeFi, le fait qu'il y ait Ether mais plein d'autres layers beaucoup moins chers, en fait la DeFi on peut bidouiller plein de trucs. Surtout que la DeFi, il fallait du coup une masse critique d'adoption. Le problème c'est que c'est compliqué la DeFi. Il faut de la liquidité, il faut de l'usage, Du coup ce qu'il fallait c'était de la gamification. Mais non, c'est pas un protocole d'échange décentralisé, c'est Burger Swap. Tu mets des steaks, tu stakes du fromage et tu fais des intérêts. C'est con, c'est ridicule, mais c'est ça qui a poussé la démocratisation aussi. Donc, je pense que ce sont des levées de verrou techniques qui créent des narratives. Meilleure expérience utilisateur. Ouais, c'est ça. Très, très court terme, tu as tous ceux qui surfent sur la vague. Après, ça se pète la gueule durablement jusqu'à ce qu'on se remette à créer de la valeur. On parle beaucoup d'Account Abstraction, par exemple. Par exemple. Est-ce que c'est un... Ouais, je pense que ce sera quelque chose. Les Layer 2, ça va être quelque chose aussi, je pense. Au niveau de la réduction des frais Au niveau 2, il y en a 2-3 qui vont arriver et qui vont être les Layer 2 qui vont s'imposer, je pense. Ok, tout comme on a eu les Layer 1. Algorand, Elrond, Polkadot, NIR, Solana, et on ne va pas tous les citer. Sur les Layer 2, c'est déjà ça, on en a maintenant déjà. Mais c'est ça, sauf que entre ceux qui vont lancer leur token et tout, quand je dis c'est maintenant, c'est que c'est maintenant qu'il y a le quoi jouer. Et puis ensuite, pour moi, il y aura un dernier gros enjeu, c'est la cross-compatibilité, c'est pas réglé. Tu vois vraiment le truc, on a des bridges, mais c'est plus des ponts qui s'effondrent une semaine sur deux. On a des solutions qui sont des solutions temporaires. Ce qui se passe sur Cosmos, par exemple, tu trouves ça intéressant? Cosmos, c'est intéressant parce que ça prend un chemin qui est différent de celui d'Ether, par exemple. Axelar, ce genre de choses-là, c'est très intéressant. Layer 0, c'est sexy. Layer 0, je ne sais pas encore comment me positionner, il faut que je creuse avant de prendre la parole et de dire quelque chose qui pourrait aller dans le mauvais sens, mais Surtout qu'il y a une hype autour de l'airdrop éventuel, donc bon... Oui, et mine de rien, tu as des gens, ils ne savent pas du tout ce que c'est un Layer 2, mais moi, quand je parle à mon père, il sait swapper des tokens sur 12 chaînes. Tu n'avais jamais utilisé un bridge. Là, tu sais passer un jeton sur 12 bridges. Tu ne sais même pas ce que c'est Métis. Et tu as déjà envoyé des tokens sur la chaîne Métis. Oui, mais je farme le drop. Bon, on indexe et on intéresse la communauté crypto comme on peut. Et la communauté crypto, il y a quand même un langage qu'elle comprend très bien. Oui, bien sûr, bien sûr. Au niveau des ETF, c'est aussi un des sujets du moment. Est-ce que tu penses que c'est un véritable game changer en cas d'approbation aux États-Unis, ou tu penses que finalement c'est une information comme une autre et puis on a eu déjà des évolutions comme ça et une attirance institutionnelle envers Bitcoin qui changera pas grand-chose en fait? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que ça changera quelque chose. On parle de prix. Je ne dis pas que c'est une bonne ou une mauvaise chose. Parce que pareil, moi je trouve ça génial qu'il y ait beaucoup d'argent qui rentre sur Bitcoin et que Bitcoin se valorise. Waouh, ça va rapporter de la liquidité dans l'écosystème, faire vivre des projets, c'est cool. Maintenant, si on me dit, est-ce que tu veux que BlackRock achète 3 millions de Bitcoin d'un coup? C'est peut-être presque la moitié des bitcoins en circulation, bitcoin non holdés qui bougent, je veux dire. J'aimerais pas qu'une grosse boîte comme eux achète 15% de la supply bitcoin. Tu vois. Donc, c'est toujours pareil. Il y a des questions idéologiques. Voilà, tu as des questions idéologiques qui font que.
Quoi qu'il en soit, je pense que ça prouve que à un moment, il y a un intérêt quand même de tout le monde, et même des C'est une plus sorte grands. de validation de Wall Street en cas d'approbation. C'est encourageant parce que BlackRock, c'est des cycles longs. Il faut beaucoup de temps pour mettre en place un truc quand tu es BlackRock. Et c'est maintenant, en bear market, que tu dis, on va créer ça. PayPal, la monnaie numérique, c'était le tournant de 2000. La monnaie numérique, les crypto-monnaies, nouveau tournant. PayPal qui lance son stablecoin. Encore une fois, stablecoin centralisé à outrance. Peu importe. C'est pas n'importe qui. C'est quand même les grosses têtes qui faisaient de la finance d'avant, celles qui l'on stigmatise, hein, mais qui disent « Oh, le tournant, c'est la crypto en fait ». Donc déjà, tu te sens un peu moins fou dans ta bulle. Donc je pense que oui, pour moi, de toute façon, on a juste à voir ce que ça a fait sur les retraites, hein, l'arrivée d'un ETF. Hein. Entrée de liquidité. Ouais, bien sûr. Par contre, est-ce que ce sera une bonne chose pour la valorisation, pour rapporter de l'eau au moulin des projets? Oui. Est-ce que tu crois en la survie en fait, des valeurs cypherpunk, par exemple, en cas comme ça d'acceptation? On a déjà aussi le sujet de la régulation hein, qui porte atteinte un peu à cet idéal-là. Est-ce que pour toi, c'est toujours possible d'imaginer? Pour moi, ça va les divulguer. Peut-être pas toutes, mais à un moment, quand tu finis par utiliser tous les jours un nouveau truc que tu connaissais pas hier, tu as toujours quelqu'un qui te raconte la petite histoire qui va avec. Et après, tu te fais ton propre avis. Donc, quoi qu'il arrive, même si c'est des mauvaises choses, il y aura plus de gens qui seront au courant de ces valeurs-là. C'est vrai. Et du coup, si tu as plus de gens qui sont au courant de ces valeurs-là, le jour où c'est Bitcoin qui dessert ces valeurs-là, tu as quelqu'un qui va proposer quelque chose. Que ce soit sur Bitcoin ou autre, peu importe, j'en sais rien. Mais en tout cas, je pars du fait que mettre au courant les gens est une bonne chose. Est-ce que c'est une bonne chose de les mettre au courant parce que Bitcoin fait x8, parce que tu as BlackRock qui a injecté plus de pognon que dans tout le bull run de 2021? Je ne sais pas. Ok. On est à Surfit Bitcoin, donc parlons un peu Bitcoin. On a eu cette année dans l'actualité autour du leader du marché, on a eu les ordinals, les inscriptions sur la blockchain Bitcoin. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu crois que c'est une hype qui va passer ou est-ce qu'on est sur une vraie révolution pour Bitcoin? Sujet compliqué, hein, mais... Alors, pas de façon BRC20, c'est trop sale, ça fait trop mal à Bitcoin pour rien. Après, j'ai quand même trouvé ça un peu culotté, les bitcoiners qui disaient « Oui, Bitcoin, tant que tu payes tes transactions, tu fais ce que tu veux, c'est un réseau libre, incensurable, personne n'a à te dire ce que tu dois faire. » Mais tu fais pas d'NFT. Hein. Enfin, à un moment, soit tu es cohérent sur ton discours, soit tu l'es pas, mais pareil. Tous les bitcoiners ne pensaient pas ça. Et en réalité, ça a créé ça, ça a fait du bien aux mineurs, ça les a rincés quelque temps. La hype est redescendue parce que les NFT redeviennent pas cool parce que c'est Bitcoin. Et tu as juste des gars qui se disent « Ok, comment est-ce que maintenant on peut faire ça de façon durable, intelligente, en tout cas plus intelligente ?» Et du coup, ça lance des choses qui font que peut-être qu'un jour, Bitcoin sera le layer one de l'écriture indélébile de tout le reste. Peut-être. Tu trouves qu'il y aurait un intérêt justement à ce que Bitcoin soit plus que la réserve de valeur ou la monnaie qu'on... Quand les gens disent « Ouais, moi je préfère Ether à Bitcoin », je fais « Oui, c'est comme dire que tu préfères, je sais pas moi, la peinture au football. Ça n'a rien à voir. Rien à voir du tout. Ils ne répondent pas aux mêmes besoins, ils n'ont pas été créés pour les mêmes choses. Oui, c'est des blockchains, enfin c'est compris, mais ce que je veux dire, c'est que ne comparons pas l'incomparable. Ça ne répond pas à la même proposition de valeur. Moi, j'aime vraiment Ether pour le côté modulable du truc, pour le côté « Tiens, ton stylo, fais ce que tu veux avec. C'est génial. Bitcoin, c'est un sacré stylo à utiliser. C'est compliqué, tu vois. Par contre, en attendant, l'écriture qui est réellement impossible à effacer, c'est Bitcoin. Donc, si à un moment, Bitcoin, c'est le tampon qui vient certifier le truc in fine et le rendre inviolable, qu'il y ait tout plein d'outils au-dessus qui permettent d'écrire de différentes façons, plus facilement, je suis pour aussi. Mais en tout cas, moi, je suis un peu partisan pour, tu sais, tout le brouhaha, toutes ces incrémentations, ces essais, on essaye, on se plante, on se rate, les gens gueulent, ils sont pas contents, mais du coup on fait ça. Et comme on a fait ça, eux ils sont pas contents, mais du coup ils ont créé ça, ça convient à tout le monde. Tac, V1, tac, V2, V3, V4, V5. Et c'est ce qui me plaît sur Bitcoin aussi, hein. Il est antifragile et à chaque fois qu'il s'est pris une balle, il s'en est redressé plus solide. C'est con, mais le meilleur moyen que les gens ne laissent pas tous leurs fonds sur des plateformes d'exchange, c'est qu'il y ait des FTX. Je ne souhaite pas qu'il y ait des FTX, mais en attendant, à un moment, ça... Réveillez-vous. On apprend. Voilà, réveillez-vous, ça servait à ça à la base, à un moment, tu vas t'en souvenir, quoi. Donc il faut ces piqûres de rappel et ces échecs pour pouvoir créer quelque chose de plus résilient. Oui, tout à fait. On t'a vu très impliqué cette année sur les questions de régulation autour des crypto-monnaies. Je pense notamment à ton implication pour la lutte sur les questions d'influence. Sur les questions d'influence, tu es monté au créneau. Est-ce que tu considères que c'est un nouveau rôle que tu dois avoir aujourd'hui dans l'écosystème de représentant, de défense de ces valeurs ou... De toute façon, c'est simple. Mon rôle n'est pas bon.
D'ailleurs, à partir du moment où j'essaye de parler aux régulateurs, je suis un vendu pour certains qui sont en mode contre-régulation, on devrait se battre pour nos libertés et ne même pas leur parler. Ok. Quand tu fais des concessions, tu en as toujours trop faites d'un côté, tu n'en as toujours pas assez faites pour le régulateur. En attendant, il y a un truc qui est certain, dans la première itération du texte, c'était réellement, seules les sociétés agréées peuvent faire de la pub, il n'y avait pas de société agréée, donc en gros c'est interdiction de faire de la promotion sur les cryptos. Les crypto-monnaies, les projets crypto, sont des projets communautaires. Tu as besoin du sponsoring pour te faire connaître. Ou alors, en tout cas, ça représente 98% de ta façon de te faire connaître. Je ne dis pas que tu en as besoin, mais sauf si le gouvernement propose une nouvelle méthode. Et surtout, c'est que les Français qui allaient être punis, en gros. Parce que même si c'était que les PSAN enregistrés, c'est 65, 70, 80 boîtes. À l'échelle de l'écosystème, c'est quoi? Donc là, je savais que j'avais une capacité de faire bouger les lignes. Je n'étais pas tout seul. Déjà, vous étiez là. Il y avait également Binance, qui a joué un jeu quand même. Il y avait également Cryptost, qui était présent ici. Il y avait également la DAN, qui naturellement a compris que c'était son combat et le combat de sa communauté et qui a été très, très, très engagé lourdement dans l'entièreté des trucs. Et c'était une décision personnelle. Faustine et ses équipes qui ont dit non, c'est notre souci, quoi. Et naturellement, d'autres choses. Il y avait Cryptomatrix aussi qui s'est battu là-dedans. Tu avais du monde, en fait, si tu veux. Tu as du monde qui s'est dit non, là, c'est une injustice. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même eu un discours ouvert de l'autre côté pour arriver à un entre-deux qui ne conviendra jamais parfaitement à tout le monde, mais qui est en tout cas bien moins gravissime que le ça c'est interdit. Fin. C'était important. Donc voilà, quand je vois quelque chose de trop gros et que j'ai l'impression d'être soutenu par quelques autres membres de l'écosystème, et c'est très drôle, hein, des fois c'est des partenaires, des fois c'est des concurrents, des fois c'est des clients, mais à un moment, là, il faut s'aligner, les gars. Et c'est aussi une belle partie, sympa. Moi, ça m'a fait grandir parce que j'ai découvert beaucoup plus de choses sur la politique et sur son fonctionnement. Mais en attendant, il n'y a pas que des cons partout. Et même là-bas, j'ai parlé à des gens qui avaient des bons arguments, qui étaient intelligents, des gens qui nous ont écoutés, des gens qui nous ont compris, des gens qui ont proposé un entre-deux et des gens qui, in fine, le Sénat et le Parlement finissent par proposer quelque chose de bien ou pas, j'en sais rien, mais beaucoup mieux que cette truc unilatéral d'interdiction formelle qui était plus punitive qu'autre chose. Et en matière de régulation au sens plus large, quelle est la vision que tu as notamment à travers Meria sur le cadre qui est en train d'être mis en place en Europe? Tu trouves qu'on va dans le bon chemin? Je pense que notamment aux États-Unis par rapport à ce qui se passe en ce moment Alors aux États-Unis, on ne sait pas dans quel sens ça va pour l'instant. Je veux dire, est-ce que l'Europe va dans une meilleure direction que celle des États-Unis ou quel est ton point de vue sur ce point-là? C'est très très dur de répondre parce que pareil, il y a une partie de moi et de mes valeurs crypto qui me disent c'est déjà beaucoup trop strict, on est déjà en train de poser un cadre qui est très très loin de ce que les cyphers voulaient. D'un autre côté, en ayant vu ce qui se passait dans les institutions financières comme Meria, je me dirais que quand on a commencé à mettre des KYC, quand on a commencé à réaliser certaines obligations de lutte contre le blanchiment d'argent et de lutte contre le financement du terrorisme, on n'a pas vu que des gentils passaient. Donc il y avait quand même ce côté-là de « mais attends, je n'ai pas demandé l'identité de mes clients, c'est leur liberté, tu vois, ça c'est grave ». Et il y a quand même ouais mais les 2-3 clients qui veulent vraiment pas donner leur identité, j'ai quand même pas l'impression que c'est pour protéger leur vie privée, tu vois. Donc tu as ce côté un peu des deux en disant waouh, c'est trop dur. C'est comme si je te dis qu'est-ce que tu penses de l'anonymat parfait. Alors d'un côté, tu vas dire c'est bien, c'est important de se protéger. Si j'ai envie de regarder un film porno particulier, ça regarde personne ici. J'ai le droit de cacher la marque de yaourt que je veux et je comprends tout à fait. D'accord? En attendant, si c'est pour acheter des armes à feu et pour aller tuer des gosses, je vais te dire putain, ton anonymat complet, il me fait flipper. Encore une fois, le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que l'entité qui a la main sur ton identité et qui peut choisir de l'activer ou non, c'est pas forcément une entité qui un jour n'abusera pas de ce privilège, Il n'y a pas de bonne réponse là-dessus. Je crois qu'elle n'a pas été trouvée sur l'anonymat. Je pense qu'elle ne sera jamais trouvée parfaitement. En attendant, avec Meria, on joue le jeu. À partir du moment où tu es dans cette course-là, tu es obligé d'aller au bout. Et ça, c'est vraiment le jeu qu'on fait. J'étais très, très, très déçu à l'origine et je voyais vraiment la régulation comme punitive. J'ai compris. Et à de nombreux égards, notamment quand tu as un pépin sur UST ou quoi, et que d'un coup, tous les gens qui sont affectés cherchent un responsable. Il faut obligatoirement une régulation pour 90% des gens qui veulent investir dans les cryptos. Et aussi pour les entreprises, pour savoir où est-ce qu'elles peuvent aller et ne pas aller. Très clairement. Par contre, pour les 5 ou 10% des gens les plus qui veulent de la liberté, mais qui ont eux-mêmes récupéré leurs responsabilités financières et ce que ça représente, c'est-à-dire les risques qui vont avec, pour eux, c'est une punition. Il n'y a pas de réponse parfaite et il est impossible aujourd'hui, je pense, de trouver le consensus qui conviendra à tout le monde. Il n'existe pas.
Et puis c'est une belle courbe de Gauss, hein. Tu as les deux extrêmes qui sont peut-être pas super bons. Dans les deux extrêmes, tu as quand même des arguments qui sont réalistes et qui s'entendent. Et après, tu as la réalité de l'usage, où sont 80% des gens. Et oui, Madame Michu, si on la protège pas un peu, elle risque de faire une dinguerie. Tu vois. Donc j'avance avec tout ça, je me forge encore mon idée, et ça évolue. Et en attendant, avec les sociétés, c'est simple, soit tu n'es pas d'accord, tu pars à l'international et tu fais ça là-bas, soit tu restes en France, tu joues le jeu de la régulation, et à ce moment-là, quand tu as une loi un peu trop rude, tu vas te battre également, et c'est ce qu'on fait avec Mika, et c'est ce qu'on fait avec toutes nos équipes, pour qu'il n'y ait pas non plus des folies qui arrivent, et c'est ce qui fait d'ailleurs que ça n'a pas régulé ni les NFT, ni la DeFi dans le premier pan du texte. Quoi. Est-ce que tu ne crois pas quand même que tout ce cadre, toute cette compliance, elle va amener des acteurs tels que les acteurs bancaires à prendre le dessus sur des acteurs nés crypto, entre guillemets? Je pense, regarde, on a la fiche ici de Surfing Bitcoin, on voit qu'on a Forge, on a la banque de Lubac, il y a aussi N26 qui est présent. Est-ce qu'il y aura un fort avantage pour ces acteurs-là à prendre le dessus sur les autres grâce à ce cadre? Oui, et on le voit d'ailleurs aux US. Oui, parce que du coup, les règles sont calquées sur les règles d'avant. Et du coup, ceux qui étaient des purs players crypto se font... Enfin, je donne l'exemple le plus frustrant que j'ai moi, c'est Coinbase. Bon élève, carré, se tait, refuse la moitié des grosses opportunités parce que veut jouer le jeu du régulateur. Et là, maintenant, le régulateur se lève un matin et dit « Bon, allez, aujourd'hui, on va péter du Coinbase. » Ce serait moi, je ne dormirais pas la nuit, hein, parce que pour moi, c'est une injustice. Mais ça sonne comme une injustice. Il y en a qui le voient, il y en a qui le savent. Il y a des banques qui vont sûrement le faire avant. Ce serait également frustrant de voir un monde décentralisé contrôlé par des banques. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, il y a ceux qui veulent juste des solutions crypto et qui vont aller les chercher dans des banques. Et il y a ceux qui vont commencer à se rappeler et qui vont raconter la petite histoire de pourquoi Bitcoin est arrivé. Pourquoi Bitcoin est arrivé, il n'y a pas non plus Satoshi qui nous a dit ce qu'il faut penser. Hein. Donc on peut se faire chacun nos idées. Mais moi, il y en a certains qui me disent « Ouais, Bitcoin n'avait pas vocation à être une monnaie, à être de l'argent. » Peer-to-peer cash avec le système. C'est le titre du papier. Truc, quoi. Donc il y a un truc, il y a de l'idée, tu vois. Mais bref, en tout cas, je me rends compte que chacun a son interprétation de cette Bible, en fait, si tu veux. C'est quand même un peu paradoxal que ce soit des grandes banques qui arrivent très très vite. Est-ce que c'est plus mal pour beaucoup d'utilisateurs? Peut-être pas. Pour les vraies valeurs de certains, oui. D'un autre côté, ça ne nous dit pas que tu n'as pas d'un établissement qui un jour va tourner de l'œil et va dire mais en fait, ouais, on va switcher full DeFi. Qui sait, si on m'avait dit il y a 5 ans que ce serait une banque qui serait... J'aurais pu rêver de ça un jour aussi, c'est des choses qui existent. Tout ce que je sais, c'est que ça avance et que tu ne peux pas tuer tous les pure players crypto et que les pure players crypto ont pris des ressources financières qui vont leur permettre de jouer cette partie. Et à ce moment-là, ça va encore diversifier les solutions qui s'offrent à tout le monde. Et pour l'instant, des acteurs centralisés, crypto ou pas crypto. En attendant, il y a les acteurs DeFi qui prennent encore de l'ampleur. Et ça, pour l'instant, ça avance. C'est vrai. Pour conclure, parce que le temps passe malheureusement, comment est-ce que tu vois le marché évoluer dans ces prochains mois? On a le halving qui arrive l'année prochaine. Est-ce que tu penses que c'est toujours quelque chose qui aura un impact sur une hausse éventuelle des cours? Et à plus long terme, comment est-ce que tu vois les choses? Vers où on va? En tant qu'investisseur perso, bien sûr. Et j'ai envie de l'avoir. Et je l'attends. Et j'en ai besoin. Je ne vais pas faire d'autres phrases, mais tu as compris l'idée. En tant qu'entrepreneur, tu as ta matrice de risque. Quoi qu'il arrive, tu dois faire comme s'il n'était pas là. Et le meilleur moyen de préparer le moment où il était là, c'est de faire comme s'il n'arriverait pas. En termes de longévité, en termes de ressources, en termes de durabilité de tous tes business et tout. Alors naturellement, et puis tu as des boîtes, on a certaines de nos boîtes qui vont l'attendre avec beaucoup plus d'impatience que d'autres. C'est normal, ça fait partie du jeu. Toutes les boîtes n'ont pas la même gouvernance, n'ont pas les mêmes ressources, et donc certaines... s'il arrive dans 5 ans, on a certaines de nos boîtes qui ne survivront pas naturellement, alors que s'il arrive dans 30 jours, tu sais que tu auras tout le monde à bord. Ça fait partie du jeu. Ça, c'est une certitude. Maintenant, il y a un truc qui m'embête un petit peu avec le halving, mais qui jusqu'à présent a toujours été vrai, c'est que tu sais quand il arrive, c'est certain, c'est mathématique, et ça a toujours eu le même impact. Ça me tue. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, c'est vrai, mais 2013, 2017, 2021. C'est vrai, c'est vrai. Et tu sais là, tu dis, est-ce qu'il arrive l'année prochaine ou quoi? Le bull run, il est dans quoi? 208 jours, 207 jours? Oui, c'est ça. Mais disons qu'avec le temps, l'impact sera de moins en moins important parce que la supply de Bitcoin est de plus en plus émise. Donc... La volatilité, l'amplitude du mouvement baissera. Par contre, ce que ça va tirer derrière, ce sera toujours pareil. Moi, ce qui me tue, c'est des trucs genre, depuis The Merge, tu regardes, si c'était l'équivalent d'un halving Bitcoin, on est passé d'un modèle méga inflationniste à un modèle déflationniste. Genre, c'est comme si on dit, sur Bitcoin, en fait, c'est même pas imaginable. Et il n'y a pas eu l'impact que. C'est quand même là que tu dis, bon, il y a quand même un métronome. C'est Bitcoin. Est-ce que c'est de l'esprit? Est-ce que c'est de la volonté? Est-ce que c'est des gens derrière qui ont des volumes que je ne pourrais pas soupçonner?
Est-ce que ça va changer parce que c'est un BlackRock qui va lancer la vague ou est-ce qu'au contraire, mathématiquement, parce que c'est con, mais même si ça n'a strictement aucune raison d'arriver. Si tout le monde pense qu'en se levant un matin, si le ciel est vert, le Bitcoin va monter, si demain le ciel est vert, tout le monde achètera du Bitcoin. C'est et ce si que tout le monde j'allais en dire, achète, il y a un aspect prophétie autoréalisatrice aussi. Exactement. Le simple fait d'y croire, en fait, non, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est une grosse base du trading et de l'analyse technique. Quand tout le monde regarde les mêmes indicateurs. Et c'est pour ça que, rien que pour ça, certains qui disent oui, c'est complètement du bullshit, si tu veux, c'est de la sociologie, enfin de la psychologie, pardon. Mais ça suffit à analyser tes trucs, à dire bon, comment pensent les gens, comment analysent les gens, qu'est-ce que font les gens si, et ça s'appelle l'analyse de la réaction de masse. Tu vois. C'est très intéressant. Naturellement, je m'attends à ce qu'après le halving, il y ait des moments de force qui. Je recharge et je me positionne comme si. Mais d'un point de vue entrepreneur qui fait tourner des entreprises et qui fait tourner des exploitations financières, je n'attends pas ça. Déjà parce qu'on a plus de choses à faire que le temps qui nous est donné si c'est le prochain bull run qui lance tout. Et ensuite parce que si ce n'est pas le Bitcoin qui explose et les crypto-monnaies qui se relèvent, on n'a quand même pas prévu Donc notre plan, c'est créons de la valeur. Si elle arrive et qu'on peut en capter plus, tant mieux. Si elle n'arrive pas, on n'aura qu'à en créer plus. Sinon, c'est qu'on méritera de mourir. Point. Super. Belle note. Écoute, Owen, on va terminer par ça. Donc, merci beaucoup pour l'interview. C'était super. Un plaisir. Merci à à vous. bientôt sur la chaîne du Journal du Coin.